Cheikh Anta Diop, antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique. Histoire primitive de l'humanité, évolution du monde noir. Nous allons essayer de retracer, autant que les faits connus le permettent, les grandes étapes de l'évolution du monde noir depuis l'apparition de l'Homo sapiens. Le tableau qui sera ainsi dressé, avec ses lacunes inévitables, ses points d'incertitude, mais aussi ses zones de clarté, tout en constituant un système de référence pour le jeune chercheur africain, lui donnera également une idée sur la gravité et l'ampleur de la tâche qu'il aborde. J'ai consacré mes efforts à la période du passé africain, qui va de la préhistoire jusqu'à la fin du Moyen-Âge, à l'apparition des États modernes, parce qu'elle est celle qui pose le plus de problèmes pour la compréhension du passé humain. Antériorité du fait nègre dans l'histoire de l'humanité. Les résultats des fouilles archéologiques, particulièrement celles du docteur Leakey en Afrique orientale, permettent de reculer presque chaque semestre dans la nuit des temps les premières ébauches de l'humanité. On atteindrait 1 700 000 ans d'après les méthodes de datation fondées sur le dosage du potassium 40 argon. Cependant, on continue à admettre que l'Homo sapiens, l'humanité actuelle, apparut il y a environ 40 000 ans au Paléolithique supérieur. Cette première humanité, celle qui appartient aux couches inférieures de l'Aurignacien, se rattacherait morphologiquement au type noir de l'humanité actuelle. Boulle et Valois résument ainsi l'étude des caractères de cette race de Grimaldi. Quand on compare les dimensions des os de leurs membres, on voit qu'ils avaient les jambes très longues par rapport aux cuisses et les avant-bras très longs par rapport aux bras. Que leurs membres inférieurs étaient extrêmement développés en longueur par rapport aux membres supérieurs. Or, de telles proportions reproduisent, en les exagérant, les caractères que présentent les nègres d'aujourd'hui. De là, une première raison pour considérer ces fossiles comme des négroïdes, sinon comme des nègres. Ces affinités négritiques sont également indiquées par les caractères céphaliques. Les têtes sont volumineuses, les crânes sont très allongés, hyperdolicocéphales, indices 68 et 69. Ils offrent, vus d'en haut, un contour régulièrement elliptique où s'effacent les bosses pariétales. Ces crânes sont aussi très hauts, de sorte que leur capacité est au moins égale à la moyenne des Parisiens de notre époque. 1580 cm3 pour le jeune homme et 1375 cm3 pour la vieille femme. Les apophyses mastoïdes sont petites. La face est large mais peu élevée, tandis que le crâne est démesurément allongé d'avant en arrière. On dit que la tête est disharmonique. Le front est bien développé, droit. Les arcades orbitaires sont peu saillantes. Les orbites sont larges, basses, subrectangulaires. Leur bord inférieur est renversé en avant. Le nez, déprimé à sa racine, est très large. Le plancher des fosses nasales se relie à la face antérieure du maxillaire par une gouttière de chaque côté de l'épine nasale. Comme chez les nègres, au lieu d'être délimité par un bord aigu, comme dans les races blanches. Les fosses canines sont profondes. La maxillaire supérieure se projette en avant d'une façon très marquée. Ce prognatisme affecte surtout la région sous-nasale ou alvéolaire. La voûte palatine, peu développée en largeur, est très profonde. La mandibule est robuste. Le corps est très épais. Les branches montantes sont larges et basses. Le menton est peu accentué. Un fort prognatisme alvéolaire corrélatif du prognatisme supérieur lui donne un aspect fuyant très prononcé. La plupart de ces caractères du crâne et de la face sont, sinon négritiques, du moins négroïdes. Chronologiquement, c'est cette race de Grimaldi que l'on trouve d'abord à l'exclusion de toute race blanche, jaune ou autre. On ne trouvera cette dernière que plus tard, dans des couches archéologiques plus récentes. Aurignacien moyen et supérieur,
Solitréen magdalénien. Le premier spécimen de race blanche qui est apparu sur la Terre est l'homme de Cro-Magnon, qui vécut dans les mêmes grottes que l'homme de Grimaldi, mais dont on ne trouve les restes que dans les couches supérieures. L'homme de Chancelade, qui serait le prototype de la race jaune, est encore plus récent. Il vécut au Magdalénien. Les autres types d'hommes trouvés en Europe appartiendraient à la race de Cro-Magnon. L'homme de Pretmos et celui de Berno seraient des Cro-Magnoïdes à caractère néandertalien. L'homme de Combé-Capelle serait également Cro-Magnoïde à caractère éthiopique. De même, les squelettes d'Oberkassel, de Magdalénien, seraient une variété du Cro-Magnon. Tels sont les faits révélés par l'archéologie. Si l'on ne s'en tient qu'à eux, on est amené à reconnaître en toute objectivité que le premier Homo sapiens était un négroïde et que les autres races, le blanc et le jaune, apparurent plus tard à la suite de différenciations dont les codes physiques échappent encore à la science. Mais les savants refusent de s'incliner devant ces faits et leur substituent des hypothèses. En voici une que j'ai recueillie de la bouche d'un grand savant contemporain, l'été 1963 à Paris. Les différences morphologiques entre le noir, le blanc et le jaune sont si profondes qu'il serait absurde de les faire remonter à moins de 40 000 ans, en supposant que les deux dernières races comme le produit d'une différenciation d'un substratum négroïde primitif. À cette époque, les trois races devaient nécessairement déjà exister sur la Terre, avec leur caractère propre bien défini. L'archéologie trouvera un jour des spécimens d'hommes blancs, aussi vieux que les premiers aurignaciens négroïdes. À l'âge où ces derniers vivaient en Europe, la race blanche devait être ailleurs, en quelques endroits non encore fouillés. Mais son existence à cette époque ne saurait être mise en doute. Les hypothèses des savants équivalent souvent à des vérités. Ce n'est pas le lieu d'en douter ici. Il reste qu'à l'heure actuelle, en attendant que de nouvelles découvertes prouvent le contraire, la seule conclusion scientifique conforme aux faits est que la première humanité, c'est-à-dire les tout premiers Homo sapiens, étaient des négroïdes. Il est aisé de constater que le terme négroïde est spécieux. Dans la littérature scientifique, il fait partie de ce cortège de mots dont on se sert pour atténuer les faits. Tout type nègre qui est incontestablement à l'origine d'une civilisation devient par là même, sous la plume des spécialistes les plus autorisés, négroïde ou hamite, comme on le verra par la suite. La première humanité serait donc négritique tout simplement, comme il ressort de ce qui précède. L'existence d'un Homo sapiens archaïque, dès le Paléolithique inférieur, ne changerait rien en ces faits. Au Paléolithique supérieur, ou bien l'Homo sapiens archaïque a disparu, ou bien il s'est résolu en l'homme de Grimaldi, par évolution, car on ne trouve plus que celui-ci, à l'exclusion de toute autre branche parallèle de l'Homo sapiens, avant l'apparition tardive des races de Cro-Magnon et de Chancelade. La note de M. Pierre Leroux dans les comptes rendus des séances de l'Académie des sciences d'octobre 1962 n'infime en rien ces conclusions. L'auteur a voulu reprendre l'étude de Verneau, utilisée par Valois et Boulle, pour tenter de démontrer l'inexistence d'une race de Grimaldi. Malheureusement, il a été évasif lorsqu'il s'est agi de refuter les points essentiels du test ci-dessus. Il ne nie pas l'existence du prognatisme, mais cherche à le justifier. Chez la vieille femme, il s'agit d'une édenté bilatérale ancienne des molaires mandibulaires. Cette perte des molaires provoque habituellement un prognatisme fonctionnel. Il s'étend ensuite sur la disposition des dents chez l'adolescent. Utilise le fait qu'elles ont été disloquées avec le temps. Que le crâne est forcément abîmé pour dire que celui-ci serait prognate d'un côté et orthogonate de l'autre. Cela est faux. Lorsqu'il s'agit du prognatisme de la face, des maxillaires, qui est indiscutable chez l'adolescent de même que chez la vieille femme. L'auteur n'aide pas son lecteur à éviter cette confusion. Il induit plutôt celui-ci à penser qu'il traite du prognatisme de la face lorsqu'il ne discute que du chaos dentaire de l'adolescent, du prognatisme alvéolaire de celui-ci. Il n'est pas moins évasif sur un autre trait caractéristique, les proportions des membres.
Les caractères 1 à 3 traitent de la taille des individus et des proportions de leurs os longs. Ceux-ci ne sont pas figurés sur les planches dans leur état réel. Leurs proportions respectives reposent donc sur des appréciations aléatoires.